Bonjour à tous. Comme promis, on commence cette saga avec le S&P 500. Alors à l'avenir, je vais essayer de faire des vidéos où je traite tous les thèmes dans une seule vidéo. C'est plus pratique pour tout le monde. Là, je suis un peu contraint par le fait que je dois quand même présenter chacun des actifs que je suis euh, un peu dans le détail et un petit peu dans le temps long. Voilà, donc la première semaine, je pense que je vais poster pas mal de vidéos différentes. Et ensuite, on essaiera de rester dans un rythme hebdomadaire, on va dire, pour la routine. Et bon, je m'interdis pas de poster des vidéos si j'estime que il y a des opportunités ou des changements d'analyse liés au marché. Voilà, bon visionnage. Donc là, je suis sur le S&P 500 en données mensuelles, en ligne et en échelle logarithmique, pour qu'on voit bien les grandes tendances de long terme. Euh, alors, ce qu'on voit sur le S&P 500, c'est pas une surprise, c'est un marché qui est toujours haussier. Et en fait, sur une longue période, il est haussier depuis mars 2009. Si on regarde graphiquement, depuis ici la rupture vers les 6070 points, il n'y a absolument aucune alerte baissière sur le S&P 500. On va quand même revenir dessus après, entre ce qu'on voit sur le graphique et éventuellement le sentiment qu'on peut avoir sur ce marché actuellement. Je me suis amusé à lancer les vagues d'Elliott en fait, hein, c'est un petit indicateur automatique qui s'appelle Elliott Wave Chart Pattern, sur le S&P 500 en données mensuelles. Et ça m'a trouvé quelque chose d'assez joli, euh, avec une grande tendance haussière qui commencerait en mars 78. On va s'arrêter quelques instants sur cette configuration. Donc sur le principe des vagues d'Elliott, très rapidement et vraiment de manière très simple. Je suis pas un expert, mais je peux rappeler quand même les principes. Donc c'est que les mouvements de tendance se font en 5 vagues. Une première vague de tendance, une deuxième vague corrective, une troisième vague de tendance, une quatrième vague corrective et une cinquième et dernière vague de tendance. Et à l'intérieur de ces vagues, c'est le principe fractal du fonctionnement des marchés financiers, c'est-à-dire que on peut décomposer des mouvements en unités de temps inférieures et en mouvements qui constituent eux-mêmes des mouvements supérieurs et dans des formes ressemblantes. Donc, la première vague, elle se fait en 5 temps elle-même, 1, 2, 3, 4, 5. Et les vagues correctives se font généralement, sur le principe de base d'Elliott, en 3 temps ABC. Donc ici, on voit que graphiquement, il n'a pas réussi à identifier un ABC, mais il considère quand même que, a posteriori, c'est bien une vague corrective. Voilà. Donc pareil pour la vague 3, du coup, de tendance en 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5, une vague 4, et donc on serait dans la cinquième vague. Donc, si on part de ce principe-là, on peut se demander, ok, mais elle va jusqu'où cette cinquième vague? Donc, pour ça, on peut utiliser un autre indicateur standard, AutoFib extension, qui va calculer donc les extensions de Fibonacci. Donc ici, on voit qu'il a pris le mouvement de la cinquième vague, qui va, donc toujours en 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5, et donc le mouvement 1, 2, 3, ça nous donne ici, ça va de donc 3491 à 6118. Donc ce qui fait, c'est que le nombre de points qu'il y a entre 6118 et 3481, il les multiplie par 0,68 et qu'il l'additionne ici à ce niveau 6118. Et donc, on a l'extension Fibonacci à 1,68 qui nous amène à un objectif à 7741 points. Donc, graphiquement, moi, ce que je fais, c'est que j'ai mis ici cette zone autour de ce niveau qui me rappelle que si les marchés continuent de monter, j'aurai ici un premier objectif et donc potentiellement une première résistance. Et donc, je serai particulièrement vigilant sur ces niveaux à observer l'action des prix. Donc, pour rester toujours un peu sur Fibonacci. Alors, je ne suis pas un grand utilisateur habituellement de cet outil, mais je trouve que pour l'analyse actuelle de cet indice, il est quand même intéressant parce qu'il donne beaucoup d'indications. Parfois, il ne trouve rien sur des unités de temps assez longues, comme ça notamment. Et là, il est quand même très propre. Donc, je le passe maintenant
en hebdomadaire. Et l'hebdomadaire, donc il va considérer les mouvements à l'intérieur des grandes tendances, il va redécomposer. Et c'est assez intéressant aussi, bon là, assez logiquement, on retrouve la même config, c'est-à-dire que ce que je vous ai montré manuellement tout à l'heure, en mensuel, eh bien lui, le calcule évidemment en hebdomadaire. Donc je vous avais dit ici, on a 3 vagues qui constituent, enfin pardon, on a 5 vagues qui constituent la vague 5, le 1, 2, 3, 4, 5. Et donc c'est ce qu'on voit ici en hebdomadaire. 3, 4, 5. Alors, ce qu'il faut regarder maintenant, c'est les objectifs à chaque fois. Bon, lui, il prend les niveaux les plus hauts, et puis il applique sur la dernière vague haussière, ici en hebdomadaire, celle qui va de ce point-là, 4812 à 6920, il considère les retracements. Et donc, le retracement 38,2 de 50% et de 61,8. Et donc, il nous donne des objectifs. On a vu aussi qu'en mensuel, on avait aussi des objectifs, mais ce n'étaient pas les mêmes. Évidemment, ce n'étaient pas les mêmes parce qu'en mensuel, la vague 5, elle a une grande amplitude, d'accord? Et donc, lui, il calcule les objectifs théoriques par rapport à l'ensemble de la vague 5. Donc, en mensuel, on a 5610, 5205, 4801. J'ai noté ici 4801 que je trouve particulièrement intéressant parce que c'était à la fois la clôture mensuelle de janvier 2022 et c'était ici le plus bas quasiment pendant les Trump tarifs. Donc, en cas de grosse correction, je trouve que ce niveau est particulièrement pertinent. Donc, depuis les plus hauts, ça voudrait dire quand même une baisse de 30%, hein, ce qui est très significatif. Donc, on en est encore loin pour l'instant, mais pareil, je garde ça en tête comme un objectif possible en cas de correction. En tout cas, on voit que le niveau de retracement, le premier à 38,2, il est à 5610 points. Et que si on se place en hebdomadaire, le premier niveau, il est à 6123, donc beaucoup plus proche. Donc c'est logique, puisque là, on calcule un retracement de la vague 5 en hebdomadaire, alors que précédemment, on avait calculé un retracement de la vague 5 en mensuel. Et donc la vague 5 en mensuel, elle partait ici de 3504. D'accord ? Donc, ce n'est pas les mêmes décomptes. Mais dans tous les cas, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que les deux disent on est en vague 5. Ça ne dit pas on est en fin de vague 5. Ça dit on est en vague 5. Et si jamais c'est la fin, eh bien voici les objectifs. Donc ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Nous, on garde en tête que si ça monte, ça peut déjà aller là, le prochain objectif. On regarde maintenant en journalier. Et pareil, c'est là que c'est intéressant, c'est que en journalier, sur l'analyse donc en daily, on serait également, potentiellement, toujours en vague 5. Alors là, il dit, là c'est pas mal, parce qu'en journalier, il nous dit, bon, moi j'ai des extensions possibles, et l'objectif possible en journalier, c'est ça, c'est 7648. Et donc ça m'intéresse beaucoup, puisque c'était l'extension qu'on avait quand on faisait une analyse mensuelle. Donc moi, quand j'ai deux objectifs qui convergent, je me dis qu'il a d'autant plus de valeur. Maintenant, ce qu'il dit aussi, c'est que si là, on a fini cette petite sous-vague 5, on va avoir une vague corrective, on a baissé, et que le premier petit mouvement A, il va aller, là pareil, dans une zone intéressante, puisque ça correspond à l'ancienne résistance qui a été travaillée là et qui donc est potentiellement devenue un support. Donc clairement, à court terme, je dirais entre une semaine et un mois, clairement, le premier objectif de baisse, il est là, si jamais ça doit baisser. Alors, moi, j'ai un biais baissier pour les semaines qui viennent, pour le mois de novembre, on va dire. Pourquoi ? Bon, d'abord à cause des éléments en Elliott que je viens de vous montrer, que je vais d'ailleurs enlever maintenant, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, l'analyse vraiment de la semaine et les projections pour la semaine.
Donc on regarde vite fait en hebdo, on voit quand même qu'on a une bougie très intéressante, puisqu'on a un beau doji là, avec une ouverture en gap haussier. Donc ça, c'est un premier signal à prendre en compte. Et on voit que là, il y a eu beaucoup d'hésitation. Et moi, je vais regarder attentivement l'ouverture lundi. Si jamais on ouvre sous la clôture du vendredi 24 octobre ici, vers 6790, alors on pourrait avoir formé éventuellement ce qu'on appelle un petit îlot de retournement. Donc avec une structure comme ça de consolidation, avec un gap haussier avant et un gap baissier après. Et si c'était le cas et que on n'allait pas refermer le gap, ou en tout cas clôturer dans cette zone, alors si on clôture plus bas, on aurait peut-être validé cette figure. Et donc, moi, je garde en tête tout simplement les objectifs qu'on a définis précédemment, qui correspondent aussi à ce petit niveau graphique. Donc voilà, tout ça converge entre 6587 et 6480. À titre personnel, moi, donc cette semaine, j'ai acheté des warrant puts sur le S&P pour couvrir en fait l'ensemble de mon portefeuille action. Donc, comme je reste haussier quand même fondamentalement sur déjà au moins la première moitié de 2026 sur les actions, j'ai acheté un put donc dans la monnaie, je crois avec un strike à 7100. Parce que je suis pas à l'aise à court terme et que j'ai pas envie de vendre mes actions, mais j'ai pas envie de les laisser sans couverture. C'est un warrant put donc à échéance décembre 2026. Je prends pas les options ou les warrants pour faire de la spéculation de court terme. C'est vraiment des outils que j'utilise comme couverture. Donc ici, je vais juste le marquer pour s'en souvenir dans les analyses. Donc warrant put, c'est comme ça. Échéance. Je crois que c'est le 18. 2012. 2026. Et donc l'idée avec ces produits-là, c'est pas de les garder forcément jusqu'au bout, mais si on atteint l'objectif, on pense que ça va rebondir, on peut déjà prendre une petite plus-value dessus, éventuellement garder le solde ou tout vendre. Si ça perce, c'est très bien, ça nous couvre bien. Alors je l'ai pris dans la monnaie, il y a beaucoup moins de levier que si vous le prenez en dehors de la monnaie, plus bas. Mais donc comme c'est pas l'idée de spéculation d'une part, et que surtout je n'envisage pas pour l'instant un énorme mouvement. Quand on a parlé des 30% tout à l'heure, je crois que c'est tout à fait possible, mais pas forcément dans les prochains mois. Peut-être que après mai ou juin 2026, j'aurai un discours différent, mais ça c'est le marché qui le dira. Donc moi je m'attends à un petit mouvement correctif, mais pas forcément une énorme ampleur. Si je m'attendais à une grande ampleur, j'aurais plutôt intérêt, pour le même montant investi, à prendre des puts en dehors de la monnaie, parce qu'une fois qu'on atteint le point mort, l'effet de levier devient absolument énorme, et donc là, on peut couvrir à hauteur de plusieurs fois son portefeuille et véritablement gagner de l'argent à la baisse. Bon, voilà, on n'y est pas du tout, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête pour le jour où ça arrivera, parce qu'il y a un moment donné, il va bien falloir quand même que c'est des cycles et que ça respire un peu. Il y a un dernier élément, à mon sens, qui plaide toujours en faveur d'une correction à court terme, c'est la divergence du RSI. Donc ici, on voit que on a fait des plus hauts moins hauts sur le RSI, alors qu'on avait fait des plus hauts sur les prix. C'est le principe des divergences baissières entre les prix et l'indicateur. Moi, j'aime bien quand ça se déroule comme ça en 3 temps. Souvent les 2 premiers dans la zone de surachat et le troisième sous les 70. En général, ça produit un bon effet et je pense que ce qu'on a vécu là ces 2 derniers jours, ce n'est pas l'effet que peut produire cette divergence de RSI. Donc clairement, ça peut repasser sous cette petite ligne là et au minimum retoucher la zone neutre à 50. Voilà. Il y a un deuxième élément, c'est le MACD.
À part grosse surprise lundi, ce qui est tout à fait possible, mais à part un gros rebond lundi des prix, sinon on devrait croiser la ligne la ligne de signal. Le MACD devrait croiser sa ligne de signal. Alors attention, c'est pas j'utilise pas les paramètres standards du MACD, j'utilise ceux qui sont utilisés par Laurent Albi. Il fait des interventions tous les jours, matin et soir, très intéressantes sur l'analyse des marchés et beaucoup de choses. Voilà, donc je vous mettrai le lien en description. Et lui, il utilise ce paramétrage qui est plus réactif et qui effectivement à l'usage fonctionne très bien. Donc, on va voir lundi, mais ça devrait être le cas. Voilà, c'est tout pour le S&P à suivre et à bientôt.